On va vous écouter avec beaucoup d'intérêt, d'autant plus qu'on a parlé entre nous de cette proposition, de cette mesure. Moi, je me suis même acheté le livre de Madame, comment elle s'appelle, Pavlina Tcherneva, commencé à lire. Donc, c'est très intéressant. Et puis, on a fait une note de synthèse et donc, on a à peu près compris l'affaire, je crois, mais on peut peut-être. Enfin, on se connaît un peu, enfin, on s'est déjà vu dans des Zooms, me semble-t-il. Donc, je ne vais pas refaire l'exposé de nos actions valeureuses. Mais bon, on existe depuis un an et on étudie, on cherche à renouveler les propositions du pôle réformiste, pour faire court. Enfin, je n'aime pas trop le mot, mais c'est un peu ça quand même. Et donc, on est friand de toutes les propositions nouvelles. Et comme vous êtes une de celles qui en proposait le plus, en tout cas celle-là est neuve et intéressante, donc je vais vous laisser la parole d'abord, et puis on pourra discuter ensuite de manière tout à fait informelle. Je ne sais pas, vous pouvez peut-être nous résumer ce que vous avez élaboré quoi, je crois que c'est dans l'Institut Rousseau, c'est au sein de l'Institut Oui, Rousseau. absolument. Avec plaisir. Voilà. Ben, je vous donne la parole et puis après on discute, d'accord? Oui, pas de problème. Je me lance. Merci beaucoup pour votre invitation et puis pour votre intérêt. Pavlina Tcherneva est membre du conseil d'administration de l'Institut Rousseau et c'est donc une économiste américaine qui porte la proposition de garantie à l'emploi aux États-Unis, qui fait partie de la mouvance de ce qu'on appelle la théorie, la nouvelle théorie monétaire, et qui était proche des démocrates lors de la campagne récente présidentielle aux États-Unis et qui a essayé de porter cette proposition comme étant la jambe sociale du Green New Deal qui est promu aux États-Unis. Donc, la garantie à l'emploi vise à donner un nouvel horizon des politiques de lutte contre le chômage, considère que le chômage n'est pas inéluctable et ne doit pas être considéré comme un risque inhérent au système, aux sociétés industrielles, quelque chose qui soit nécessairement bon pour le fonctionnement de l'économie. Ça reste vrai pour une certaine catégorie de la population, pour des personnes qualifiées qui vont se mettre au chômage un temps et pouvoir rebondir sur un autre emploi, mais pour tout un pan de la population qui subit pour le coup un chômage d'exclusion, les personnes les moins qualifiées, le marché n'agit pas de la même manière et on a besoin d'une action beaucoup plus volontariste de la puissance publique pour régler ce problème qui est particulier en France. Je parle du chômage de longue durée, donc des personnes qui sont au chômage depuis plus d'un an. Mais souvent, quand on parle de chômeurs de longue durée en France, ce sont des gens qui connaissent l'absence d'emploi depuis 3, 4, 5 ans et qui glissent dans une spirale dont il est difficile de sortir. Les chômeurs de longue durée en France, ils représentent depuis 30 ans 40% du nombre total de chômeurs, ce qui est 15 points plus élevé que la moyenne de l'OCDE et que, par exemple, la moyenne allemande. Donc, on est un peu les mauvais élèves en la matière. On a un vrai problème de chômage d'exclusion. C'est le terme qui est employé par toutes les associations, les ONG qui se penchent sur le problème du chômage dans notre pays. Donc, la garantie de l'emploi, elle part d'un constat d'ordre économique, mais aussi d'ordre, on va dire, social et juridique. D'abord, qu'il existe en fait dans notre pays un droit à l'emploi qui est consacré par le préambule de la Constitution de 1946, donc qui fait partie du bloc constitutionnel, qui dispose que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. On peut penser que c'est effectivement quelque chose qui fait partie du contrat social. Et le constat économique sous-jacent, c'est que le chômage coûte très cher à la société. L'ONG ATD Monde avait évalué le coût du chômage d'exclusion, donc du chômage de longue durée dans notre pays, à 36 milliards d'euros par an. Ce coût de 36 milliards, il se compose de plusieurs types de coûts. Il y a des coûts qu'on appelle des coûts macroéconomiques, donc c'est de la perte de consommation, c'est de la perte de compétences, parce que les compétences se perdent au fur et à mesure des années de chômage. C'est de la perte, c'est des coûts pour les finances publiques, perte de cotisations sociales. Et c'est aussi des coûts pour le système de santé publique, puisqu'il est démontré que les gens qui subissent le chômage sont plus à même et plus à risque de dépression, de divorce, d'explosion de la cellule familiale. Et ça fait peser des coûts sur le système de santé
Et dans les coûts pour les finances publiques, j'ai oublié aussi tout ce qui relève des minima sociaux, donc le RSA, les aides au logement, etc. Donc, on se rend compte qu'en fait, pour le même coût, 36 milliards d'euros par an, on pourrait financer directement des emplois au SMIC pour les personnes qui en sont privées. Ça, c'est l'équation économique de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, qui part de cette étude d'Atelier Carmonde pour dire, en fait, on n'a qu'à transmuter les coûts du chômage, donc du RSA, des allocations, en SMIC, en salaire, en mettant les gens au travail et dans des activités qui soient utiles à un territoire. Et on remarque par ailleurs que quand on fait ça, ça coûte finalement moins cher que des politiques qui, depuis 40 ans, ont essayé de lutter contre le chômage en réduisant le coût du travail ou en réduisant le temps de travail. Il y a eu les allègements Fillon à partir de 1993. Il y a eu plus récemment des crédits d'impôt type CICE qui ont fait l'objet d'évaluations. Et l'évaluation a montré que sur un objectif de création d'1 million d'emplois à travers le CICE, en réalité, le CICE n'avait créé que 100 à 160 000 emplois, donc 10% de l'objectif, pour un coût de 28 milliards d'euros par an, soit un coût de 280 000 euros par emploi par an, alors qu'un SMIC, c'est de l'ordre de 22 000 euros par an. Donc, on a un coût SMIC type garantie d'emploi versus CICE qui est de l'ordre de divisé par 10. Donc, il y a une équation économique qui est intéressante dans le sous-jacent à cela. Et on peut estimer que, par ailleurs, au-delà de cette équation économique intéressante, quand on remet des gens au travail, il y a des retombées et des effets positifs d'ordre politique, d'ordre social, d'ordre territorial, puisque quand vous rémunérez des gens et que vous recréez de l'activité à travers des dispositifs type garantie d'emploi, vous allez recréer des services locaux de proximité. Dans le cadre de territoire zéro chômeur, c'est des activités, par exemple, de services, de coiffure, de réparation de vélos, de recyclage. Ils recyclent le verre pour Saint-Gobain, par exemple. Donc, ça va recréer des services dans des territoires qui sont souvent désindustrialisés, où il n'y a plus de services de proximité. Et on pourrait penser, si on extrapolait cette expérimentation, qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, qu'on pourrait financer des emplois dans l'agriculture, des emplois pour recréer des épiceries de proximité, des services de coiffure, des cafés. Il y a le plan 1000 cafés qui avait été porté par le groupe SOS. On pourrait l'associer à un dispositif type garantie d'emploi, où là, on recrée de la vie dans des villages et on a un vrai impact politique au-delà de l'impact économique et social. Donc, on part du droit à l'emploi, du coût que fait peser le chômage, et on propose cette garantie d'emploi comme un nouvel horizon des politiques de lutte contre le chômage qui ne sera pas mis en place après-demain, mais qui peut se penser comme un objectif de moyen-long terme vers lequel il nous faut tendre. Donc, la garantie à l'emploi, le principe, il est simple, c'est pas une obligation au travail, c'est pas quelque chose qui dirait demain aux chômeurs, si vous voulez continuer à toucher votre allocation chômage, il faut que vous travaillez obligatoirement. Mais en revanche, c'est une possibilité qui est donnée à tous ceux qui veulent travailler de travailler. Et en réalité, c'est le cas de l'immense majorité des gens, parce que la dignité, on croit que nous, la dignité, elle passe par le travail, et quand on parle aux classes populaires notamment, elles le disent. Elles ne veulent pas recevoir un revenu universel ou une allocation chômage, elles veulent travailler avec un travail décent qui leur permette de vivre, de s'occuper et de se sortir de la léthargie qui malheureusement souvent entoure et de la perte de lien social qui entoure le chômage. Donc, ça consiste à offrir à chaque personne qui veut travailler un emploi à temps choisi, payé, rémunéré au SMIC horaire. Donc, c'est vraiment un plancher, un filet de sécurité, la garantie de l'emploi. Elle ne s'adresse pas à des ingénieurs ou des gens qui sont très qualifiés, qui n'ont pas besoin de filet de sécurité pour trouver un travail. Elle s'adresse aux personnes peu qualifiées, aux personnes qui sont vraiment durablement éloignées du marché du travail. Et ça vise non seulement à les remettre au travail, mais aussi à les ramener progressivement vers de l'emploi classique, en tout cas plus facilement. Une autre garantie d'emploi dans le dispositif qu'on l'a imaginé, du coup, elle concerne les chômeurs qui sont privés d'emploi depuis plus d'1 an et qui résident par ailleurs en France de manière durable.
Ça, c'est pour éviter effectivement les éventuels effets d'aubaine qui pourraient résulter d'un dispositif qui dirait en France, l'emploi est garanti. Comment est financée la garantie de l'emploi? La garantie de l'emploi, elle est financée par la puissance publique, pas par les collectivités seulement, mais par l'État, notamment à travers l'activation des dépenses passives du chômage, c'est-à-dire la transformation des allocations et des aides sociales, RSA, aides au logement qui sont perçues par les chômeurs en salaire. Et quand vous touchez un SMIC, vous n'avez plus besoin de RSA, vous n'avez plus besoin d'aide au logement, ça dépend du nombre d'enfants que vous avez. Pour une garantie de l'emploi qui couvrirait, par exemple, 1,2 million de personnes, on arrive à 20 milliards d'euros par an, soit 10 fois inférieur à ce que coûtait le CICE. Et si on part sur une fourchette haute où on aurait 2,8 millions de bénéficiaires, 2,8 millions, c'est le nombre de chômeurs de longue durée évalué par Pôle emploi au dernier trimestre 2020. Là, on monterait à 41 milliards d'euros par an dans une éventualité où on aurait 100% de taux de recours, ce qui est quand même assez improbable néanmoins. Mais après, la question, c'est comment est-ce qu'on décline ça? C'est-à-dire à partir du moment où on a dit qu'on allait vers une garantie de l'emploi, qu'on en a établi les principes, c'est-à-dire chaque personne qui veut travailler doit pouvoir le faire, cette personne se voit proposer un emploi dans une activité qui soit utile à la société, à son territoire, et il est rémunéré au SMIC horaire. Comment est-ce qu'on fait pour créer des emplois, pour vraiment donner de l'emploi et que cet emploi ne soit pas fictif? C'est là que réside toute la difficulté de l'opération et qu'il faut être très volontariste. Pour ça, on a plusieurs outils qui en fait existent déjà en France depuis plusieurs années qui peuvent servir à décliner cette garantie à l'emploi. On a d'abord ce qu'on appelait les contrats aidés qui existent depuis un certain temps dans notre pays. Depuis 1977 exactement, ça avait été créé pour faire face à l'augmentation du chômage des jeunes qui était engendrée par la crise économique liée à l'augmentation des prix du pétrole. Les contrats aidés dans notre pays, encore en 2016, c'était 400 000 contrats aidés. Et ça coûtait beaucoup moins cher que le 6. Et pour le coup, l'objectif était rempli puisqu'on était sûr que quand vous aviez un contrat aidé, ça mettait quelqu'un en emploi. Donc, on ne se reposait pas sur les entreprises pour créer de l'emploi. On s'assurait qu'il soit créé directement dans le secteur marchand comme dans le secteur non marchand, donc dans le secteur associatif ou en collectivité. On a aussi, comme autre levier, l'insertion par l'activité économique, qui existe aussi depuis les années 70 dans notre pays, qui aujourd'hui recouvre une myriade de structures, qui sont des structures qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Vous avez les entreprises d'insertion, les ateliers chantiers d'insertion, les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, ou encore les entreprises de travail temporaire d'insertion. Enfin, c'est assez technique, mais c'est une myriade de structures qui savent faire ça, qui savent s'adresser aux chômeurs de longue durée. Et vous avez en 2018 140 000 personnes qui relèvent de l'insertion par l'activité économique. Donc, c'est typiquement un dispositif qu'on pourrait extrapoler. D'ailleurs, le gouvernement actuel le fait puisqu'il a été proposé de multiplier par 2 le nombre de personnes qui relèvent de l'insertion par l'activité économique en 2021. Et troisième dispositif intéressant qui pourrait nous permettre de décliner la garantie d'emploi, c'est le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est profondément original, bien qu'encore restreint, mais qui vraiment a bouleversé, je pense, et durablement les politiques de lutte contre le chômage en France et puis en Europe, parce que ça sème. Donc, Territoire zéro chômeur, c'est 1000 chômeurs de longue durée qui ont été accompagnés dans 10 territoires depuis 2016. Dans 30% des territoires, au bout de 3 ans, vous avez atteint l'objectif zéro chômeur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun chômeur sur tous ceux qui s'étaient signalés. Territoire zéro chômeur de longue durée, ça repose sur 3 principes. C'est personne n'est inemployable, premièrement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même rappeler. Deuxièmement, ce n'est pas le travail qui manque dans notre pays, puisque de nombreux besoins de la société ne sont pas satisfaits, c'est l'emploi, parce qu'il y a des emplois qui sont malheureusement pas solvables, qui ne sont pas rentables et qui ne sont pas du coup délivrés par le marché. Et troisièmement, ce n'est pas non plus l'argent qui manque,
puisque chaque année, le chômage de longue durée entraîne de nombreuses dépenses et de manque à gagner que la collectivité doit prendre à sa charge. Sur la base de ces principes, Territoire zéro chômeur a une logique extrêmement territorialisée où le principe, c'est qu'on crée des comités locaux de l'emploi qui vont aller chercher les chômeurs un par un, qui rassemblent de façon partenariale les services de l'État sur un bassin d'emploi, mais aussi les entreprises, mais aussi les collectivités territoriales, le service Pôle emploi, etc., et qui trouvent une solution pour chaque chômeur en créant ce qu'on appelle des entreprises à but d'emploi, qui peuvent être des associations, mais aussi des SA, des structures plus classiques, des SCOP, des coopératives, et qui vont partir des besoins du territoire. Donc, quels sont les besoins qui manquent? On a de l'argent qui nous est versé par la collectivité, bon, profitons-en pour régler certains besoins sur le territoire, et c'est comme ça qu'après, on met les gens au travail. Donc, cette logique territoriale nous a beaucoup intéressés, et on pense que pour décliner une garantie à l'emploi demain dans notre pays, il faudrait répliquer ce modèle des comités locaux de l'emploi, pas que ce soit un truc dépendant où l'État déverse des milliards d'euros d'argent public qui finissent je ne sais où, qui sont mal liquidés, etc. On fait confiance à l'échelle locale pour partir des besoins du territoire et des compétences de ce que les gens savent faire sur ce territoire. Donc, on crée ces comités locaux de l'emploi qui vont être des guichets uniques pour les chômeurs de longue durée qui voudront bénéficier de la garantie de l'emploi. Et ces comités locaux de l'emploi pourront se saisir, et c'est une première réflexion qu'on verse au débat, elle est largement améliorable, pourront se saisir de plusieurs dispositifs. Soit ils pourront, comme dans le cadre de Territoire zéro chômeur, créer des entreprises à but d'emploi. Donc là, pour le coup, on crée une entreprise from scratch, ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est mis en place, généralement, c'est solide. Et ça permet, c'est aussi un projet collectif qui permet une émulation, une cohésion territoriale. Soit on a pensé aussi à démultiplier les structures d'insertion par l'activité économique. Donc, vous pourrez placer des chômeurs dans des structures d'insertion qui, du coup, se développeront ou que vous créerez. Soit vous pourrez placer les chômeurs en entreprise grâce à des contrats aidés ou financés ou subventionnés, nouvelle version, parce que nous, on appelle ça des contrats aidés verts, où en gros ne pourront bénéficier des contrats aidés que les entreprises qui s'engagent dans la décarbonation de leur activité. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, l'empreinte carbone d'une activité, puisqu'il est obligatoire désormais dans les comptes de fin d'année de faire figurer son empreinte carbone. Donc, on peut voir d'année en année si celle-ci s'améliore et ainsi définir l'éligibilité des entreprises qui auront droit au contrat aidé. Voilà. Et ça, c'est une manière de ne pas financer des contrats aidés que dans des secteurs qui sont déjà verts, mais de le penser aussi pour des secteurs qui deviennent verts et qui sont dans un processus de progression pour accompagner et pour créer une incitation supplémentaire à verdir son activité. Donc, pour le secteur marchand, on a pensé des contrats aidés qui ne réinventent pas la roue, qui fonctionnent sur le même modèle que les contrats aidés du secteur marchand qui existent depuis des années. Ça s'appelait les contrats uniques d'insertion, CUI, CUE, qui ont des critères qui ne peuvent bénéficier que à des entreprises qui n'ont pas licencié un salarié en CDI sur lequel est envisagé l'embauche en contrat aidé, qui sont à jour du versement de leur cotisation sociale, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui permettent d'éviter les effets d'aubaine. Et puis, dernier aspect auquel on a pensé, dernier levier auquel on a pensé pour décliner cette garantie de l'emploi, c'est là aussi des contrats aidés dans le secteur non marchand, donc en association ou en collectivité et au service. Là, des emplois peu qualifiés dont on a besoin, c'est des emplois du lien, des emplois du médico-social, d'assistance à personnes âgées, isolées, d'assistance à personnes handicapées, d'assistance aux enfants pour les familles qui n'ont pas la possibilité de se payer une aide à domicile. Ça va être aussi des emplois verts, de gardes forestiers, d'agents d'entretien d'espaces verts, de recyclage, etc. Donc voilà les différents leviers auxquels on a pensé pour décliner la garantie d'emploi, mais on pourrait aussi imaginer des choses encore plus
directs ou volontaristes à travers, par exemple, un aspect du plan de relance qui financerait directement et beaucoup plus massivement la création d'entreprises à but d'emploi où la Caisse des dépôts fournirait un petit capital de départ pour débuter l'activité, qui emploierait des chômeurs de longue durée. Et après, c'est des activités qui ont vocation à s'équilibrer. Les entreprises à but d'emploi, elles génèrent du chiffre d'affaires. Mais leur intérêt, enfin leur but social, c'est quand même d'employer des chômeurs de longue durée. Donc voilà, c'est un dispositif qui est encore imparfait, qu'il faudra clarifier, mais qui, je crois, fixe un objectif qui est clair, c'est que le chômage n'est pas inévitable, que le chômage de longue durée est un vrai problème en France, qui est coûteux à la fois pour l'économie, mais aussi politiquement, puisqu'on voit bien que ça crée des tensions, des problèmes, des phénomènes de relégation massive. C'est comme une épidémie silencieuse qui progresse dans notre société depuis 40 ans et dont on n'a jamais réussi à s'en sortir. Pour le coup, c'est une vague continue. Il n'y a pas de vaccin contre cette vague qui a encore été trouvé. Et des dispositifs comme celui-ci proposent une action beaucoup plus volontariste pour s'en sortir. Mais ce n'est pas exempt d'amélioration et de questionnements auxquels il nous faudra répondre. Voilà pour la présentation. Très bien, merci beaucoup. À vrai dire, c'est une perspective à laquelle on est a priori très favorable. Alors, j'imagine qu'il y a des questions et des précisions ou des objections éventuellement. Il y a peut-être des gens qui veulent se faire l'avocat du diable, c'est toujours utile. Je vois Maxime qui voulait parler là. Oui, merci beaucoup Laurent. Merci beaucoup Madame pour l'exposé qui était extrêmement clair et pour tous vos travaux qui montrent bien l'intérêt effectivement du travail en termes de lien social. Et puis ce qui est original aussi, c'est que vous répondez sur le terrain finalement des besoins collectifs, que ce soit des travaux un petit peu verts, l'aide aux personnes âgées, etc. Donc on a vraiment l'assentiment de l'utilité collective derrière les emplois en question. Donc en plus, ça fait le lien, je trouve, avec un débat qui est extrêmement important sur la légitimité de la fonction publique et finalement la légitimité des emplois collectifs. Donc c'est très intéressant. Alors par contre, là où je suis plus gêné ou interrogatif, c'est que je ne vois pas toujours très bien la différence avec ce qui a été envisagé finalement en France dès 85 avec les TUC, les travaux d'utilité collective, où déjà à l'époque, face au problème du chômage de masse, la France, mais c'était déjà inspiré des États-Unis, envisageait finalement des emplois qui étaient aidés, donc ce n'était pas forcément des emplois pris en charge effectivement à 100% par la collectivité publique, des emplois qui étaient aidés, donc il y avait un niveau d'intensité de soutien public qui n'était pas de 100%, c'est-à-dire qu'il y avait des structures privées qui prenaient en charge une part de ces coûts d'emploi, mais où déjà à l'époque, on s'interrogeait sur la création d'emplois pour les chômeurs de longue durée qui soient au service de la collectivité. Donc il y avait le jardinage dans les collectivités publiques, il y avait des emplois pour aider les personnes âgées, on recréait des emplois pour finalement mettre les courses dans des sacs, dans les commerces, etc. etc. Le problème qu'on a constaté avec les TUC alors en 85, puis les emplois jeunes de Strauss-Kahn en 97, et encore avec les emplois aidés entre 2012 et 2014 sous Hollande, c'était que la difficulté qu'on avait ensuite, c'était de transformer ces emplois aidés dans le secteur non marchand, donc là ce seraient les emplois complètement publics dans le secteur non marchand, de les transformer et de transporter leurs titulaires vers ensuite un emploi dans le secteur marchand, c'est-à-dire un emploi industriel qui finalement soit complètement autofinancé par le marché. C'est sur cette transition-là, je crois, sous votre contrôle, qu'ont buté toutes les expérimentations antérieures. Et donc, c'est là que je trouve qu'il va y avoir un obstacle assez important. Et alors, obstacle assez important qui pose aussi, je trouve, la question du financement public du coup de ces emplois-là. Parce que vous avez mentionné à raison le coût du CICE, sur lequel certains d'entre nous avons beaucoup travaillé sous le précédent quinquennat. Alors, le coût du CICE, en pleine charge, donc un petit peu au-dessus de 20 milliards. La petite différence, c'est que c'était le CICE, ça allait jusqu'à 2,5 SMIC. Donc, le CICE, qui était un crédit d'impôt d'IS, mais une fois qu'il a été contemporanéisé ensuite, ou que ce soit sous forme de réduction de charge du pacte de responsabilité, qui allait jusqu'à 3,5 SMIC, on avait du subventionnement public sur des emplois qui étaient les emplois qualifiés. Donc, il y avait finalement la dimension de progression sociale et salariale vis-à-vis du public qui était touché. On n'était pas simplement finalement sur un emploi complètement
entre guillemets, non qualifiés, pour des personnes où les effets d'hystérèse étaient massifs et qui étaient extrêmement éloignés de l'emploi. Les personnes qui étaient dans l'emploi, et dans l'emploi qualifié, et dans l'emploi, on va dire, rentable, entre guillemets. Donc, c'est difficile, je trouve, d'envisager qu'on puisse complètement financer ces emplois, finalement, cette garantie d'emploi et ces entreprises à but d'emploi en redéployant en réalité d'une politique d'abaissement des charges qui, elle, était tournée vers aussi des personnes qui pouvaient être regardées comme qualifiées, ou en tout cas vers des personnes dont les revenus pouvaient aller jusqu'à 3,5 000. Donc, c'est les deux questions que j'ai, c'est le financement par redéploiement. Est-ce qu'il est complètement possible, même quand le financement initial qu'on veut redéployer touche un autre public? Et la deuxième question, c'est, mais vous avez peut-être travaillé dessus parce que je n'ai pas assez lu vos écrits, c'est comment, une fois qu'on a créé ces emplois non marchands, est-on capable d'assurer la transformation en emploi marchand? Parce que c'est depuis 1985, je crois, ce qui a été la difficulté dans des expériences comparables. Merci beaucoup. Peut-être, je peux prendre plusieurs questions et j'ai une vague de réponses. D'accord. Je vois qu'il y a Nabil qui a demandé la parole aussi. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour vos travaux. Je trouve ça vraiment très intéressant et assez novateur d'ailleurs. Moi, j'avais deux questions. La première, en fait, c'est finalement dans ces emplois verts, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Vous avez donné des exemples, mais est-ce que c'est des nouveaux emplois verts, c'est-à-dire finalement on va créer un nouveau marché, ou est-ce que c'est vraiment des besoins qui existent déjà, mais qui ne sont pas suffisamment pris en compte par le secteur marchand? La deuxième question, elle est sur le côté, j'avais vu un peu ce qui avait été fait sur le dispositif d'expérimentation en territoire zéro chômage, mais est-ce que c'est vraiment réplicable au niveau national? Parce qu'on voit la pertinence au niveau local, notamment à travers les comités locaux, mais est-ce qu'à l'échelle nationale, ça ne se transformerait pas un peu en usine à gaz? C'est un peu ça que je trouve le problème. Et le problème sur le financement, vous dites que, OK, certes, ces personnes-là ne toucheront pas le RSA ni les APL, on est quand même sur des emplois au SMIC, où finalement, au SMIC, on peut aussi, si on a une famille, on est éligible aussi aux APL. Est-ce que là aussi, on arriverait finalement à financer un grand nombre, chez Volume, on arriverait à un grand nombre d'emplois? Merci. Et enfin, dernière chose, je suis désolé. Je sais qu'aux États-Unis, ça avait été proposé comme un outil à court terme de relance économique. Est-ce que là aussi, ça peut être vraiment une vraie mesure pour l'emploi valable à long terme et une vraie politique à long terme de l'emploi? Voilà. Merci beaucoup. beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions alors? Moi, j'en ai, mais sinon, on laisse peut-être Chloé Ridel répondre déjà sur les Oui, premières. elle peut peut-être répondre. Si vous voulez répondre, ce serait bien. Ouais. Donc, sur la première question, sur la différence avec les TUC, effectivement, la logique est la même. Hein. Mais ce que vous pointez, c'est que les TUC avaient été supprimés parce que, en fait, on avait du mal à faire la transition vers des emplois classiques, vers, en fait, à mettre des gens qui bénéficiaient des TUC sur le marché du travail, concrètement. Ça, j'ai envie de répondre que en fait, la garantie de l'emploi, ce n'est pas quelque chose qui va se substituer à l'entièreté des politiques de l'emploi. C'est complémentaire d'autres politiques de l'emploi, politiques actives, pour stimuler l'offre d'emploi. Et c'est un autre problème français. On a, je pense, deux problèmes principaux. On n'arrive pas à prendre en compte le problème structurel du chômage de longue durée, d'une part, et d'autre part, on perd des emplois, notamment industriels, et on a du mal à stimuler l'offre d'emploi par le marché. Donc, il faut s'attaquer à ces deux problèmes. Moi, je parle pas du tout dans mes travaux de la question de la stimulation de l'offre d'emploi industrielle, par ailleurs. Mais j'ai envie de dire que si vous avez réglé le problème du chômage de masse avec une offre d'emploi très dynamique, avec un tissu industriel qui revient à de l'ordre de 20% du PIB, votre dispositif de garantie d'emploi, ce sera vraiment un filet de sécurité qui est là pour régler le problème structurel et qui ne va pas s'en aller, ce n'est pas conjoncturel, du chômage de longue durée, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas être pris en charge par le marché parce qu'ils sont trop éloignés de l'emploi, qu'ils ont besoin d'un sas de décompression pour rentrer dans le marché classique, qui lui doit aussi être boosté. Donc voilà, complémentarité des deux dispositifs à mon avis.
Et puis, évidemment, je pense aussi qu'il faudra penser des incitations pour que des gens qui sont dans la garantie d'emploi puissent en sortir à un moment. Je pense que l'incitation, c'est la rémunération au SMIC. Il faut quand même prendre conscience que les SMICards, c'est 12 à 13% de la population. Donc, quand vous êtes au SMIC, vous n'êtes quand même pas le mieux loti. Donc, vous aspirez peut-être à un emploi dans le secteur privé classique ou même dans le secteur public où vous allez quand même peut-être être mieux rémunéré. Je pense que ça, c'est quand même un levier d'incitation de maintenir cette garantie d'emploi au SMIC, où vous faites quand même partie des moins bien lotis de la population. Ça vous motive normalement à aller chercher de l'emploi mieux rémunéré ailleurs pour un même niveau de qualification. Sur la signification des emplois verts, alors merci pour la question. On a réfléchi à une petite catégorisation de ce qu'on appelle emplois verts. Il y a effectivement des emplois qui existent déjà. Je peux penser aux gardes forestiers, aux gardes champêtres, aux gardes côtiers, qui sont des emplois très importants pour un pays touristique comme le nôtre, où le tourisme pèse 10% du PIB. On doit aller vers du tourisme durable. Enfin, on y est déjà parce qu'on est à la fois la première puissance touristique mondiale et on a réussi à ne pas se transformer en Espagne ou en Portugal ou en Italie. On a réussi à préserver notre patrimoine, nos paysages. Mais néanmoins, ce tourisme durable est un gisement massif d'emplois verts et en même temps un levier aussi de rayonnement de la France. Vous avez aussi des nouveaux emplois verts. On parle beaucoup des emplois qui sont liés à la rénovation du bâti, rénovation thermique, conformité écologique des emplois. Vous avez les emplois qui visent à développer la médecine végétale par les plantes, à favoriser la biodiversité dans les centres urbains. Les emplois autour des nouvelles médecines à base de plantes. Je pense au chanvre qui vient d'être autorisé dans notre pays et dont le potentiel est énorme. Donc la culture du chanvre qui est utile pour la cosmétique, pour les vêtements, les fibres textiles, pour les médicaments. Ça allège les douleurs, enfin, ça les apaise. C'est un substitut, par exemple, au Doliprane, qui n'est, lui, pas produit en France. Vous avez les ouvriers de la filière des algues marines, qui sont des biocarburants, qui peuvent aussi servir à la dépollution, à l'absorption du CO2. On a aussi pensé aux emplois agricoles, qui, en fait, continuent de pâtir dans notre pays d'une image très dégradée, quoi. Je veux dire, ça s'est hérité des années 60, de la génération où la France était, dans les années 40, 50, encore largement paysanne. Et donc, quand on se sortait de ça, on avait l'impression de monter dans l'échelle sociale. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut revenir sur l'image que quand on est paysan, on est bouseux. On a de nombreux jeunes de centres urbains qui sont des néo-ruraux et qui ouvrent des fermes, etc. Bon, ça, c'est un épiphénomène. Mais plus largement, si on veut décarboner le secteur agricole, passer à l'agriculture biologique, ça va forcément être plus intensif en emploi. Donc, il faudra recréer de l'emploi agricole et il faudra pousser les gens à revenir à la terre. Alors, ça ne va pas être le dos courbé comme nos grands-parents dans les années 40, 50. On va garder le tracteur, on va garder des tas d'outils qui aident à l'activité agricole. Mais il va falloir réhabiliter un peu l'emploi agricole parce que c'est un vivier d'emplois verts pour le coup énorme, dans la filière du liège, dans les pépinières, dans le maraîchage, dans la viticulture, dans l'apiculture. Il y a aussi tous les emplois qui relèvent de l'économie circulaire, donc la réparation d'objets pour lutter contre l'obsolescence programmée. Il y a la réparation de vélos, il y a un boom du vélo là, grâce au confinement, donc il va falloir créer une offre de réparation de vélos pour les petits problèmes du quotidien. On a pensé aussi à tous les matériaux recyclables, donc tous les objets, toute la filière du recyclage pour lequel la France est très très bien placée avec des géants de renommée mondiale, Veolia, Suez. Donc voilà tout ça, des composteurs aussi, voilà, la récolte, le tri des déchets organiques. Donc c'est tout ça qu'on entend par emploi vert et sans doute qu'on ne les a pas tous répertoriés, c'était pour donner des exemples. Mais donc il y a quand même un vivier important de métiers qui existent déjà et d'autres qu'il faut soit réhabiliter, soit créer. Sur la question, est-ce que c'est une usine à gaz ?
C'est vrai que les politiques de l'emploi sont souvent des usines à gaz. Mais je pense que si on arrive à simplifier un dispositif avec une logique de guichet unique sur les comités de l'emploi, qui sont des structures qui ont fait leurs preuves dans le cadre de territoire zéro chômeur, qui sont agiles, on peut arriver à limiter cet effet usine à gaz qui doit être relativisé aussi. Un dispositif à l'échelle nationale, c'est forcément beaucoup de petites structures. Mais il faudrait créer une mission budgétaire unique qui finance la garantie de l'emploi à travers plusieurs leviers avec une enceinte décisionnaire qui sont les comités locaux de l'emploi qui rassemblent, comme je vous l'ai dit, les services de l'État, les collectivités, le Pôle emploi, etc., dans un guichet unique qui, à la fois, accompagne les chômeurs et les place un par un. Donc, ça peut peut-être être un moyen de limiter l'effet usine à gaz, mais qui, à mon avis, inhérent à toute politique publique. Sur le financement et sur la question de... il n'y a pas un effet de substitution intégrale entre effectivement l'allocation, le RSA et le salaire au SMIC. Évidemment, c'est une façon de financer la garantie d'emploi, d'activer les dépenses passives du chômage, mais ça ne suffit pas. Il faudra aligner de l'argent en top-up. Donc, il va falloir aller trouver de l'argent ailleurs, soit dans d'autres politiques publiques. On a pensé à des systèmes où on rétablirait l'ISF ou des choses comme ça. Mais bon, à chaque fois qu'on propose une nouvelle politique à gauche, on propose de le financer par le rétablissement de l'ISF. Donc, il faudrait peut-être penser à d'autres choses. Mais ça, voilà, c'est un débat budgétaire qu'il faudra avoir parce qu'effectivement, l'effet de substitution ne sera pas intégral, mais on peut booster cet effet en ciblant précisément les chômeurs éligibles, faire en sorte que ce soit réellement des gens qui sont bénéficiaires du RSA et des aides des minima sociaux pour qu'il y ait cet effet de substitution à un niveau qui soit maximal. Et sur la dernière question, sur l'aspect, est-ce que ce n'est pas un outil à court terme? Là, je répondrai clairement non, parce que le problème du chômage de longue durée est structurel, malheureusement, et non. Et aussi, par la conjoncture, il est boosté, mais c'est un vrai problème structurel dans le temps, dont on observe la stabilité depuis 50 ans. Alors, il y avait encore des questions, non? Moi, j'avais une question, mais comment est-ce qu'on évite les... Je prends l'exemple, la réparation de vélos. C'est une activité marchande, en fait. C'est-à-dire que près de chez moi, il y a un réparateur de vélos, il est assez cher d'ailleurs, mais ça fonctionne, quoi. Et si on lui met en face une entreprise qui est entièrement subventionnée par l'État, et le type, il va perdre son marché, parce que les tarifs qui seront... La nouvelle entreprise, n'ayant pas ayant peu de charges salariales, finalement, puisqu'elles sont subventionnées, elle pourra pratiquer des tarifs quasiment de dumping, quoi, si elle veut s'implanter. Et donc là, est-ce qu'on ne risque pas de bousculer l'initiative privée, quoi, enfin, c'est des initiatives privées petites, hein, ce n'est pas les multinationales, c'est des gens qui réparent des vélos, quoi. Ils vont se dire, alors donc, je ne peux plus réparer le vélo parce que l'entreprise publique le fait à ma place. Comment est-ce qu'on évite ça? Ouais, merci. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je peux répondre. Enfin, je crois, Maxime a levé la main, mais je ne sais pas si... Moi, j'avais aussi quelques questions, pardon. J'avais déjà des questions sur l'accompagnement de ces chômeurs qui iraient donc vers des emplois garantis. Aujourd'hui, ça ressemble beaucoup aux structures d'insertion par l'activité qui existent aujourd'hui et qui sont assez peu développées, malheureusement. Aussi parce que c'est compliqué d'avoir des structures sur tout le territoire et d'avoir un accompagnement pour toutes ces personnes-là. Donc, est-ce qu'on sait de façon crédible accompagner de façon massive tous les chômeurs de longue durée avec des structures similaires? Première question. Deuxième question sur les États-Unis, vu qu'effectivement c'est une idée qui vient des États-Unis. Est-ce que ça a été appliqué là-bas? Est-ce que c'est en discussion? Je ne crois pas. Je n'ai pas vu passer grand-chose là-dessus. Et enfin, dernière question sur Territoire zéro chômeur, dont cette note s'est inspirée. Il y a eu un rapport de l'Inspection générale des finances qui est très critique sur le dispositif,
à la fois sur son coût, sur sa capacité également à réinsérer véritablement les chômeurs de longue durée via ce dispositif. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, l'analyse que vous en faites, si elle est divergente. Une sorte de bruit, je ne sais pas, mais ok, ben je peux répondre. Sabotage. Sur l'attention qu'il faut porter à ne pas bousculer l'initiative privée, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut surtout veiller à ne pas faire. Et donc, je précise que les emplois qui sont créés dans le cadre de la garantie à l'emploi ne doivent faire concurrence ni à l'emploi privé existant, ni à l'emploi public. Donc, ça doit répondre à des besoins qui ne sont pas remplis. Donc, la réparation de vélos, ça pourra se faire sur un territoire où il n'y a pas de réparateur de vélos, par exemple. Donc, on va veiller à ne jamais faire concurrence. Et c'est quelque chose qui est difficile à faire. Je pense que si on veut créer 1 million d'emplois potentiellement pour les 1 million de chômeurs de longue durée éligibles, ce ne sera pas peut-être parfaitement rempli sur tout le territoire. Néanmoins, il faut aussi considérer les bénéfices qu'on retire de la mise en emploi de ces personnes exclues, parce que ça fait aussi baisser d'autres coûts par ailleurs pour la collectivité. Donc, il faudra veiller à cet équilibre, mais le principe de base, c'est quand même que ces emplois non concurrentiels, qui ne font pas concurrence à l'emploi privé ni à l'emploi public. Et ça, Territoire Zéro Chômeur a rempli ce critère de bout en bout. Sur la question de est-ce qu'on sait accompagner tous les chômeurs, j'ai envie de répondre non. Aujourd'hui, on ne sait pas parce qu'on n'a jamais fait ça. Donc, on n'a pas encore créé les capacités administratives qu'il faut. Mais je pense qu'on est capable de le faire. Enfin, ça dépend des objectifs qu'on se fixe. On a déjà une expérimentation sur laquelle on peut s'appuyer, qui sont les comités locaux qu'on a créés dans le cadre de Territoire Zéro Chômeur. On a su le faire. Aujourd'hui, Territoire Zéro Chômeur, c'est une expérimentation qui a été étendue à l'unanimité du Parlement en décembre 2020 pour qu'il couvre jusqu'à 50 nouveaux territoires. C'est un plancher minimum. Et en réalité, on voit qu'il y a beaucoup plus de territoires candidats. Il y en a aujourd'hui plus de 200. Donc, on voit que ça essaime. Donc, on va apprendre progressivement de ces expérimentations qui seront aussi utiles pour construire cette capacité réellement à accompagner tous les chômeurs à un niveau très élevé. Sur est-ce que ça a été appliqué aux US? Non. Effectivement, il y a eu des expérimentations, on y fait souvent référence, de garantie d'emploi aux US. On parle des corporate corps là, qui avaient été créés par Roosevelt avec des millions de jeunes Américains qui avaient été employés après la guerre pour relancer l'économie et pour construire des ponts et pour bâtir des parcs naturels qu'on connaît actuellement sur la côte ouest, notamment des USA, le Yosemite Park, le parc du Grand Canyon, le parc de Bryce Canyon, Zion Canyon, etc. Tout ça, c'est l'héritage de Roosevelt et de cet embryon de garantie d'emploi qu'il avait créé, donc avec ces jeunes personnes qui avaient massivement construit en quelques années des infrastructures dont le pays manquait. Mais j'ajoute que il y a des expérimentations de garantie à l'emploi qui sont aujourd'hui conduites en Europe. Il y en a une qui est conduite par l'Université d'Oxford dans un village d'Autriche qui s'appelle Marienthal. Et donc, l'expérimentation consiste à garantir l'emploi au SMIC pendant 3 ans à 300 personnes dans ce village de Marienthal, donc 300 chômeurs de longue durée. Donc, on aura les résultats de l'expérimentation dans 3 ans. Et puis, il y a aussi Territoire Zéro Chômeur qui s'est étendu en Belgique. Donc voilà, pour l'aspect européen de la chose. Mais on vous dira que la garantie de l'emploi existe, notamment en Inde, où il y a un système de garantie de l'emploi pour les paysans dans les territoires très, très ruraux, où quand vous avez une famille, vous pouvez demander à obtenir un emploi dans l'agriculture à votre collectivité locale, et cet emploi vous est dû, vous est garanti. Il y a eu une expérimentation aussi en Argentine de dispositif qui ressemble à une garantie d'emploi. Sur le rapport de l'IGF, oui, effectivement, il a été critique notamment sur
le ciblage des personnes en soulignant que en fait, les personnes avaient été mal ciblées et que du coup, l'effet de substitution des dépenses actives-passives n'était pas rempli. Ce rapport, il a donné lieu à un second rapport qui, pour le coup, est beaucoup plus favorable et positif envers l'expérimentation. Et le premier rapport était très contesté par les associations et par Territoire Zéro Chômeur, en disant que l'étude avait été bâclée, qu'il n'y avait pas eu de vraie étude économique derrière. Moi, je ne prends pas forcément parti dans ce débat. Je crois qu'il y avait aussi du vrai, mais aussi des choses que l'IGF n'avait pas forcément eu le temps de voir parce que souvent, ils travaillent très rapidement et n'ont pas le temps de forcément aller sur tout le territoire et surtout toutes les entreprises à but d'emploi qui ont été créées. Et puis, il y a des effets qui sont très difficiles à prendre en compte, qui sont les effets sur la consommation locale. Par exemple, quand vous créez une entreprise à but d'emploi, un nouveau service local, non seulement vous réduisez le chômage, mais quel est l'impact sur le cadre de vie des habitants, quel est l'impact sur la consommation locale que vous augmentez, etc. Ça, c'est des choses qui sont difficiles à mesurer, fortiori peut-être pour un service comme l'IGF, même s'il dispose de compétences aussi quantitatives, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, sur ce point, ce que je peux dire. Maxime, tu voulais prendre la parole? Non, je voulais juste répondre à Laurent, que je crois, mais Chloé a répondu. Je crois qu'il ne s'agirait pas qu'il y ait une concurrence par les prix, c'est-à-dire que les entreprises en question devraient pratiquer les prix de marché. D'ailleurs, le Conseil d'État, sinon, dans l'application de sa jurisprudence dite de Saint-Étienne, interdirait, c'est-à-dire que l'initiative publique ne peut pas justement pratiquer un dumping par les prix. Donc, sous contrôle de Chloé, dans toutes ces initiatives-là, les prix pratiqués au service du consommateur sont des prix à peu près de marché. Donc, normalement, ça ne doit, par cette règle-là, normalement, on doit éviter évidemment de détruire de l'activité privée à côté. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions alors? N'hésitez pas. J'en ai peut-être une qui n'est pas très technique, mais comment ont été accueillis vos travaux par les différents ministères, par les cabinets à Bercy notamment, parce que je crois que vous travaillez à Bercy vous-même. Oui, mais pour le coup, on n'a pas fait de démarche active envers les cabinets ministériels et les ministères. Okay. On a plutôt ciblé les parlementaires, en fait, notamment dans le cadre de la loi climat. Et on a reçu un écho assez favorable dans le groupe LR, parce que c'est la valeur travail, c'est donner du travail aux gens plutôt que des allocations chômage. Donc, ça a parlé au groupe. Il y a aussi le groupe socialiste du Sénat qui va déposer une proposition de loi pour décliner notre proposition en septembre, je crois. Donc, on a plutôt fait effectivement un lobbying au niveau des parlementaires en se disant qu'au niveau du gouvernement, on n'aurait pas forcément d'oreilles. C'est plutôt Elisabeth Borne qui aurait porté ça, mais d'oreilles, pour le coup, on n'a pas fait... parce que quand même, pour le coup, la valeur travail est aussi une valeur qui est quand même portée par le gouvernement Macron. Après, effectivement, c'est du travail très aidé, très subventionné. Ça aurait été intéressant d'avoir une discussion avec les cabinets, je trouve. Oui, on est allé voir Roland Lescure, qui est président de la Commission des affaires économiques, qui n'avait pas vraiment accroché. Enfin, on a aussi parlé à LREM. Mais je ne pourrais pas vous dire les retours qu'on a eu parce qu'effectivement, on n'a pas sollicité le cabinet. Okay. Laurent, c'est une question à poser. Micro. Oui, merci Chloé pour votre très intéressante intervention. Concernant la structuration des comités locaux dont vous parliez, alors moi je suis profane en économie. Concernant la structuration des comités locaux, est-ce qu'il y a une méthodologie particulière? J'ai en tête en particulier les Living Labs qui, je trouve, sont assez pertinents. Et puis peut-être une question qui n'a rien à voir, mais on entend souvent parler du levier de la formation pour les chômeurs. J'ai l'impression que ça coûte très cher. Et quel est votre point de vue sur cet aspect?
Sur les comités locaux, ben, la structuration, elle se fait à la motivation des élus locaux, hein, animés par les services de l'État. Mais ça repose quand même, c'est vrai, sur le volontarisme des élus locaux, mais ça qui est quand même induit par le fait qu'ils sont soumis au contrôle de leurs électeurs, donc ils ont quand même intérêt, à partir du moment où l'État dit « je finance ce dispositif », à s'en saisir et à montrer qu'ils s'en saisissent. Pour ce qui est de la structuration des comités locaux, je n'ai pas beaucoup d'inquiétudes, et après, il suffit de trouver un endroit pour se réunir, un lieu public qui existe déjà, une salle de réunion, et puis c'est comme ça, c'est assez informel, hein. Mais c'est comme ça que ça marche. Il ne faut pas vouloir trop bureaucratiser la chose, je pense. Et sur votre deuxième question, pardonnez-moi, c'était quoi? La question de la formation. Oui, la question de la formation, pardon, oui. C'est effectivement quelque chose qu'on n'a pas abordé dans notre note parce que c'est tellement un gros morceau. La formation, quelqu'un qui est en garantie de l'emploi, il ne perd pas ses droits à la formation, puisque maintenant chacun a un compte personnel de formation et peut se former quand il veut, qu'il soit en emploi ou non. Donc, c'est quelque chose de complémentaire qu'il faut chercher d'ailleurs à améliorer, parce que comme vous le dites, ça coûte très cher, on ne voit pas vraiment où vont les fonds, à quoi ils servent, etc. Il y a la question de la formation au service des métiers de la transition écologique, comment, par exemple, toutes les personnes qui actuellement travaillent dans la filière diesel, il y en a encore 30 000 en France, qu'est-ce qu'on fait faire à ces gens-là, parce qu'il y a les sites qu'on ferme à l'appel dans le diesel. Quelles sont leurs compétences, comment est-ce qu'on peut les amener vers des métiers qui correspondent à leurs compétences, mais qui sont des métiers d'avenir. Ce sont des gens qui font, dans la filière des ailes, qui sont des gens qui travaillent avec une grande précision et donc qui sauraient passer sur des métiers d'industrie de précision ou de choses comme ça. Donc, il faut pouvoir les former, mais dans des filières d'avenir. Donc, sur la formation, moi, c'est ça l'enjeu que je vois. Mais effectivement, c'est un peu, en plus, c'est autre chose que la garantie de l'emploi, le dispositif en tant que tel. Ouais. Vous avez testé cette idée auprès d'entreprises? Après tout, pour l'insertion des chômeurs, rien de mieux que d'avoir un partenariat avec un certain nombre de groupes. C'est clair. Est-ce que vous en avez discuté avec certaines? Est-ce que certaines sont intéressantes, voire même sont intéressées, voire même participent à des expérimentations du type territoire zéro chômeur? Alors, évidemment, on a parlé des entreprises parce qu'une partie de nos dispositifs repose sur les entreprises, avec les contrats aidés verts, là. Donc, on aura besoin des entreprises pour mener à bien la garantie d'emploi et pour la faire passer à l'échelle. J'ai parlé avec Veolia, avec Aurélie Lapidus, qui est en charge des Hauts-de-France, enfin, de Veolia France, avec Le Bon Coin, parce que c'est un groupe qui aujourd'hui est le site le plus visité de France, et qui en fait est un site d'économie circulaire. Et donc qui est intéressé par tous les métiers qui sont liés au recyclage, à la réparation d'objets, parce qu'eux, ils pourraient très bien adjoindre en option un service sur leur site où vous achetez cette table et puis vous payez juste une petite réparation ou un petit lustre, quelqu'un qui vient cirer ou même qui vient livrer. Il n'y a pas l'option livraison sur Le Bon Coin. Donc, il y a un gisement d'emploi pour la livraison, pour le reconditionnement d'objets, qui peut être proposé à la fois aux vendeurs comme aux acheteurs. Et au groupe Casino aussi, on a parlé. Donc oui, c'est essentiel de parler à ces groupes français. Aujourd'hui, ils ne participent pas à une initiative de ce type. Il y a Seb, l'entreprise Seb, qui participe à Territoire Zéro Chômeur. D'accord. Sur le recyclage et qui finance aussi l'insertion par l'activité économique. Okay. Mais oui, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises qui soient emmenées là-dedans, parce que je pense qu'elles sont aussi désireuses de le faire. Ne serait-ce que pour l'employabilité de ces personnes ensuite en sortie du dispositif. Le fait d'avoir travaillé en lien avec ces groupes-là, ça peut leur permettre d'être intégrés dans ces groupes, ou en tout cas, ça leur donne aussi, ça valorise en fait beaucoup plus fortement leur expérience professionnelle que de travailler dans des structures 100% publiques, des sortes de nouveaux ateliers nationaux. En fait, c'est sûr que sur le marché du travail, ça a moins de valeur de travailler dans une structure comme ça que d'avoir travaillé dans un dispositif certes très, très accompagné, mais dans un groupe reconnu. Bah oui, et puis ça soulage aussi pour la puissance publique
des coûts d'organisation, parce que quand le chômeur est pris en charge dans une structure comme Veolia ou comme Seb, on sait qu'il va être pris en charge, qu'il va travailler dans de bonnes conditions. C'est moins difficile que d'avoir à créer from scratch une entreprise à but d'emploi. Mais si je peux me permettre, c'est là où je verrais l'intérêt des laboratoires vivants, hein, de mettre en commun les institutions publiques, les entreprises, voire des chômeurs, pour réfléchir en effet sur un objet commun qui est la création d'emplois. Et pas de les voir de manière séparée, hein. C'est vraiment l'idée du laboratoire qui réunit en fait des protagonistes de la question considérée. Oui, je pense que vous avez raison, c'est important que les chômeurs soient partie prenante. Ça aide à améliorer l'efficacité du dispositif. Bien sûr. Bon, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ben, apparemment pas. Parfait. Ça veut dire que c'est massivement approuvé, en fait. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions, pour votre écoute. Je vois Marc Wolf qui dodeline. Si vous avez des En propositions. tout cas, c'est clairement très stimulant. Merci. Bon, ben, s'il n'y a plus de questions, donc on a répondu à toutes les questions, donc on va peut-être s'arrêter là. Il nous reste à remercier Chloé pour son temps et pour sa disponibilité à nous répondre. Et puis, on va faire notre miel de cette affaire. On l'a déjà fait une note là-dessus. Enfin, on a commencé à travailler. On va approfondir encore. Peut-être qu'on aura d'autres questions après, mais ça, on verra ça plus tard. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Et puis, merci à tous d'avoir participé à cette discussion. À bientôt.